Salut tout le monde, ici Julien pour un nouveau livre, un nouveau résumé de livre sur la chaîne qui est le livre Mets-toi ça dans la tête de Peter C. Brand, Henry L. Rodiger, Mark A. McDaniel. Alors, qu'est-ce que ce livre nous apprend et pourquoi je l'ai lu? En fait, j'ai répertorié 6 livres pour apprendre plus vite les choses, pour pouvoir nous permettre d'apprendre plus vite les choses. Comme j'ai prévu de lire 100 livres du coup dans l'année 2018, et bien du coup, le fait de commencer cette série de livres par la capacité d'apprentissage rapide ou pour pouvoir apprendre mieux les choses, eh bien c'est pas forcément quelque chose d'inutile je pense. Et donc du coup, parmi ces livres que je devais lire sur le fait d'apprendre plus vite, eh bien il y avait ce livre-là, Mets-toi ça dans la tête, les stratégies d'apprentissage à la lumière des sciences cognitives. Et c'est un super bouquin. Là, je l'ai fini il y a quelques jours et honnêtement, je peux vous recommander ce livre à fond la caisse parce que parmi les bouquins que j'ai lus pour l'instant sur le sujet de l'apprentissage, eh bien c'est le meilleur. En gros, qu'est-ce que ce livre nous apprend dans un premier temps? Il met en lumière un malentendu en fait. C'est-à-dire que dans notre tête, on a deux sortes de mémoire. Il y a la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire à court terme, ce qu'on appelle aussi la mémoire de travail, fonctionne par répétition. C'est-à-dire que plus vous allez faire de répétitions dans une séance, par exemple dans un cours, eh bien, au mieux vous allez apprendre à la fin de ce cours, au mieux vous serez capable à la fin de ce cours-là, si vous avez un contrôle à la fin du cours, eh bien, au mieux vous allez pouvoir le réussir, ce contrôle-là. Si vous faites beaucoup de répétitions dans la séance. Par contre, lorsque vous revenez une semaine plus tard, eh bien, vous avez tout oublié, ou quasiment tout, ou du moins 66% je crois. Au bout d'une semaine, on a tout oublié. Donc, c'est quand même dommage. Et ce qui nous est écrit en fait dans ce livre, c'est qu'il y a plein de techniques qui nous permettent, au contraire, de favoriser la mémoire à long terme plutôt que celle à court terme. Et il y a un biais cognitif en fait. Il y a un biais cognitif chez les êtres humains qui est de croire que les répétitions favorisent la remémoration, favorisent l'apprentissage, de par le fait que notre mémoire à court terme est favorisée par ça. Alors que sur le long terme, c'est pas exactement vrai. Les études qui ont été montrées du coup dans ce livre nous permettent de constater que c'est pas les répétitions qu'il faut qu'on va apprendre les choses sur le long terme. C'est étonnant, hein, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de tests faits là-dessus, et en gros, le fait d'oublier une première fois ce que vous avez appris pour se le remémorer plus tard, eh bien, c'est plus intéressant d'un point de vue de la mémoire à long terme que le fait d'avoir fait plein de répétitions. C'est-à-dire que vous apprenez plus en oubliant déjà une première fois et en vous le remémorant après que de faire plein de répétitions. Voilà. Et alors que c'est quelque chose qui est extrêmement répandu, hein, le fait de faire des répétitions pour apprendre quelque chose, y a partout, quoi. Et bien en fait, c'est pas ce qui est le plus efficace, et c'est montré par par plein d'études scientifiques dans ce bouquin. Et donc c'est assez étonnant. Donc c'est ça la première chose qui nous est enseignée dans ce bouquin-là, c'est ce premier malentendu de ce biais cognitif qui nous fait croire que les répétitions... Alors les répétitions, c'est pas complètement inutile, mais c'est vraiment efficace que à court terme finalement. Alors du coup, il nous donne plusieurs techniques pour apprendre sur le long terme du coup, et le premier c'est celui que je viens de vous décrire, c'est la remémoration, c'est-à-dire lorsque vous oubliez un petit peu ce que vous avez appris et que vous essayez de retrouver tout seul dans votre tête ce que vous avez appris justement. Si par exemple il y a une semaine vous avez suivi une conférence TED par exemple, eh bien essayez de vous en rappeler maintenant, mais sans la revoir en fait, sans avoir d'informations, sans revoir vos notes, sans revoir la conférence en question. Essayez juste tout seul de vous remémorer cette conférence-là. Ce qui avait été dit, ce qui avait été proposé. Bon, eh bien cette méthode-là, de l'oubli, puis de faire l'effort de se rappeler, eh bien c'est une première technique qui nous permet d'apprendre mieux sur le long terme. Il y avait un exemple comme ça. Alors non, là il y a une autre technique qui est de diversifier ces exercices pratiques. Par exemple, lorsqu'on apprend quelque chose de pratique,
n'importe quoi, eh bien, le fait d'avoir une diversification dans les exercices eux-mêmes est plus intéressant que d'être spécifié sur un seul exercice en particulier. Il y avait eu une étude comme ça, par exemple, faite sur une classe d'élèves, une classe de gamins, où l'idée c'était qu'il y avait un groupe de gamins qui s'entraînait à lancer une balle dans un seau qui était placé à 1 mètre de distance, et il y a un deuxième groupe de gamins qui eux s'entraînaient à jeter une fois dans un seau à 50 cm de distance et une autre fois à 1,50 m de distance. Ok. Et ils faisaient ça pendant 2 heures. À la fin des 2 heures de sport, du coup, à la fin de la séance, eh bien, enfin c'est pas du sport, mais bon, à la fin de la séance, du coup, le groupe de gamins qui arrivait le mieux à lancer à 1 mètre de distance, bah, c'était ceux qui s'étaient entraînés à ça. Le groupe 1, du coup, hein, de gamins qui s'étaient entraînés à lancer à 1 mètre de distance. Bon, ce qui paraît normal. Par contre, une semaine plus tard, on reprend ces gamins-là pour refaire un test sans s'être réentraînés, entre-temps, et on fait le test entre le premier groupe et le deuxième groupe, relancés dans un saut à 1 mètre de distance. Eh bien, étonnamment, c'est les gamins de deuxième groupe, donc qui s'étaient entraînés à lancer à 50 cm et 1,50 m, qui réussissaient mieux à lancer à 1 mètre, plutôt que le groupe 1 qui, eux, ne s'était entraîné qu'à lancer que à 1 mètre tout le temps. Ce qui est étonnant. Et en fait, l'idée c'est ça, c'est que la diversification dans les applications est plus intéressant pour apprendre quelque chose sur le long terme. Par exemple, si vous apprenez, je sais pas, le sport par exemple. Bon, si vous peut-être pas, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre? Par exemple, bon, les mathématiques par exemple. Si vous apprenez les mathématiques et que vous ne faites qu'un seul type d'exercice avec le théorème que vous avez appris, tout en le même, eh bien finalement vous serez moins bon à long terme que quelqu'un qui a fait tout un tas d'exercices différents en fait, sans faire celui que vous avez fait vous-même. Et il sera meilleur que vous dans cet exercice-là. C'est ça l'idée. C'est que le fait de faire plein de choses différentes, eh bien, amène plus de flexibilité dans votre esprit et dans le cerveau, et donc permet d'avoir de meilleures performances à long terme. Troisième chose, c'est le fait d'affronter des difficultés dans les exercices. Alors ça, c'est quelque chose d'assez frustrant en premier abord, c'est-à-dire que les gens qui utilisent, qui se confrontent à des problèmes très difficiles à résoudre lors de l'apprentissage en fait, et qui n'y arrivent pas, hein, qui n'arrivent pas à résoudre ces problèmes-là, eh bien, sont frustrés. On a l'impression qu'on n'apprend rien, c'est-à-dire que lorsqu'on est bloqué sur un problème en permanence, bah, on a l'impression qu'on n'apprend pas, quoi, qu'on reste bloqué et qu'on a une sensation de frustration vis-à-vis du problème en question. Alors que ceux qui se seraient juste confrontés à des problèmes plus faciles et qui auraient donc enchaîné plein de problèmes comme ça, auraient davantage l'impression d'apprendre plus de choses, ou du moins de s'entraîner davantage. Eh bien c'est faux, là encore une fois, c'est-à-dire que même si vous n'arrivez pas à résoudre des problèmes, on va rester sur l'exemple des mathématiques, même si vous restez buté sur un seul problème pendant 2 heures et qu'au bout d'un moment vous n'y arrivez plus du tout, vous êtes complètement bloqué, eh bien sur le long terme en fait, lorsqu'on va vous comparer à quelqu'un qui a fait que des problèmes faciles pendant 1 heure, eh bien une semaine plus tard, eh bien c'est vous qui serez le meilleur en fait, même si vous n'avez jamais réussi à résoudre le moindre exercice. Et c'est le fait que vous soyez confronté à la difficulté au sens strict du terme qui a fait que votre cerveau s'est développé davantage pour pouvoir résoudre ce type de problème-là. Donc, voilà, troisième chose, la difficulté permet de s'améliorer davantage que de faire plein de petits exercices faciles, par exemple. Donc, cinquième chose, c'est l'illusion des savoirs qui a été développée du coup dans ce livre-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'en savoir beaucoup lorsque on n'en sait rien. C'est-à-dire j'ai fait une meilleure phrase pour ça, c'est-à-dire que moins on en sait, plus on croit en savoir, et ce sur n'importe quel sujet. Sur la politique, moins on en sait, plus on croit qu'on va en savoir. Par exemple, pour prendre un bon vieux cliché, tu vois, tu vas dans un bar, voir voilà, quelqu'un qui arrête pas de rager contre les politiques, il y en a souvent, hein. Des piliers de bar, voilà, je trouvais plus le mot. Tu vas voir un pilier de bar et tu lui parles du président de la République ou des pouvoirs en place, eh bien, tu vas avoir une quantité d'informations folles sur ce qu'il faudrait faire pour améliorer le gouvernement ou les choses. Alors que probablement que ce type-là n'y connaît absolument rien. Alors qu'à côté de ça,
tu vas voir un doctorant en politique ou quelqu'un ou un professeur en politique dans une université. Lui, quand tu vas lui poser la question, bien souvent, il te répond: ah, en fait, les choses sont plus compliquées que ça, c'est très très flou. En fait, lui-même, il va se dire que c'est vachement compliqué et qu'il sait pas trop quoi faire. C'est un peu ça l'idée. Alors, c'est un gros cliché, hein, complètement, ce que je viens de vous dire là. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste pour illustrer. Voilà. C'est juste pour illustrer le fait que, quel que soit le domaine, et c'est un biais cognitif classique, hein, dans notre espèce, alors c'est plus un biais culturel apparemment, en Occident. Moins on en sait sur un sujet, au plus on a l'impression qu'on en sait. C'est ça qui est étonnant. Et c'est spécifiquement sur la politique, sur ce qu'on croit, sur les opinions en fait habituellement. Et donc l'idée pour casser cet effet-là, c'est de se tester régulièrement. C'est-à-dire lorsque vous apprenez, on va rester sur les mathématiques, hein. Si vous apprenez les mathématiques par exemple, eh bien il est plus intéressant de se tester régulièrement, c'est-à-dire toutes les semaines vous vous dites: tiens, je vais m'auto-tester, je vais me tester moi-même mes connaissances sur les différents sujets que j'ai vus pendant la semaine. Eh bien vous allez vous rendre compte qu'on a oublié énormément de choses en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on oublie énormément de choses et on croit en savoir. C'est ça le souci, c'est un biais cognitif, c'est comme ça. Et donc il faut toujours se tester soi-même pour avoir une vraie bonne idée de nos connaissances réelles. Et donc inversement d'ailleurs aussi, au plus on en sait sur un sujet, eh bien souvent, au moins on croit en savoir. C'est ce qui se passe aussi par exemple lorsqu'on interroge un chercheur sur l'astrophysique. Quelqu'un qui connaît rien sur l'astrophysique, il pourrait sortir pas mal de théories d'Einstein qui ont été vulgarisées par exemple, alors que, encore une fois je dis des gros clichés, mais voilà, hein, c'est juste pour illustrer, alors qu'un doctorant, donc un enseignant-chercheur par exemple en astrophysique, lui il pourrait te dire en fait on n'en sait rien du tout sur l'univers, quoi. Le mec il en sait beaucoup plus que toi, tu vois, mais malgré tout il te dit en fait on n'en sait rien, l'univers est tellement grand, on en sait tellement peu de choses, quoi, tu vois. Donc c'est un peu ça l'idée. Il faut toujours tester ce qu'on connaît. Alors, sixième chose du coup et dernière qui a été développée dans ce livre, c'est les croyances. Bien souvent, il y a beaucoup de gens qui croient que notre quotient intellectuel, par exemple, notre intelligence propre, c'est une donnée fixe à la naissance. Tu vois, on est avec un tel QI et c'est pas possible de le changer au cours du temps. Et donc ils ont testé ça, c'est-à-dire qu'ils ont testé un groupe de gens qui croyaient effectivement que l'intelligence était donnée à la naissance, et un autre groupe de gens, qui eux ne croyaient pas que l'intelligence était une donnée fixe à la naissance et qu'on pouvait qu'elle pouvait se modifier au cours du temps. Et donc ils ont fait ils ont fait passer des tests à ces deux groupes de gens-là, et ceux qui ont le mieux réussi ces tests-là, je ne me rappelle plus exactement quels étaient ces tests en question, eh bien ceux qui ont les mieux réussi, c'était en fait ceux qui croyaient que l'intelligence était malléable, et donc modifiable. Et en fait c'est ça l'idée, c'est que le simple fait de croire que, eh bien ça change énormément de choses. Je l'avais déjà remarqué cette chose-là dans un programme de lecture que j'avais fait sur la santé, sur les meilleurs livres sur la santé que j'avais lus. J'avais fait une vidéo là-dessus, et donc j'avais vu que le fait de croire qu'être en bonne santé, alors le fait de croire être en bonne santé, effectivement améliore la santé par rapport à quelqu'un qui n'y croit pas. C'est la même chose en fait en termes d'apprentissage, c'est-à-dire que quelqu'un qui croit que qu'il peut apprendre plus vite ou que son intelligence peut être augmentée, va avoir tendance à avoir de meilleures performances que quelqu'un qui croit que l'intelligence est une donnée fixe. Par-dessus ça, il y a aussi d'autres études qui ont été données du coup dans ce même livre-là, qui dit qu'effectivement, avec les neurosciences actuelles, les IRM, la neuroimagerie, ce genre de choses, on a effectivement découvert que le cerveau était plastique, c'est-à-dire qu'il pouvait se reconfigurer suivant ce que l'on fait. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais fait de piano et qui apprend à faire du piano, eh bien, on voit les aires de son cerveau qui se structurent différemment, qui se changent différemment. L'idée derrière ça, c'est que lorsqu'on fait quelque chose de nouveau, ok,
eh bien il y a des nouveaux câblages qui se font dans notre cerveau. Par exemple, entre deux neurones, il y a les synapses qui se collent et qui font, par exemple, le fait de jouer du piano. Vous avez jamais joué du piano dans votre vie et que vous en jouez pour la première fois, vous allez avoir des nouvelles connexions qui vont se mettre dans votre cerveau. Ok. Sauf que c'est des connexions très fragiles et que si jamais vous ne faites pas après du piano régulièrement, eh bien ces connexions-là vont se détériorer et vous aurez toujours autant de mal à vous remettre à jouer du piano plus tard. Alors que si vous jouez du piano régulièrement, eh bien en fait ces connexions qui sont entre les neurones vont se renforcer grâce à ce qu'on appelle un gainage de myéline. Alors, la myéline, c'est une substance chimique, c'est des protéines en fait, qui s'enroulent autour des câbles neuronaux, je sais pas trop, enfin autour des synapses en fait, des liaisons entre les neurones. Et plus vous allez solliciter ces neurones-là, plus vous allez pratiquer effectivement du piano, plus vous allez solliciter dans votre tête les liaisons neuronales qui effectivement permettent d'exécuter les fonctions en question, au plus vous allez avoir cette myéline-là qui va consolider les connexions neuronales entre elles, et plus après du coup vous aurez de facilité à jouer du piano. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne dans notre tête, et effectivement c'est quelque chose qui vient corroborer les résultats des sciences cognitives, du moins qui ont été partagés dans ce livre-là, qui est que le QI, si vous avez jamais fait un test de QI dans votre vie, eh bien finalement c'est pas intéressant du tout parce qu'il est malléable. On peut augmenter son QI dans le temps. Voilà, donc c'est beaucoup de choses qui sont partagées dans ce livre-là. Il y a aussi un autre truc qui est que ce livre-là parle aussi des différents types d'apprentissage. Alors c'est-à-dire que on est tous différents, on a tous voilà, des caractéristiques qui nous sont propres, et donc on n'apprend pas tous de la même manière. Les techniques que je vous ai données dans cette vidéo-là sont effectivement globales. Elles marchent sur à peu près tout le monde, enfin, normalement en tout cas, de ce que j'ai compris. Mais il y a en plus de tout ça des techniques qui effectivement fonctionnent mieux pour certaines personnes que d'autres. Et ce sont des techniques... Alors il y a eu tout un chapitre là-dessus, et leur conclusion du coup dans ce livre-là, c'était que ils n'avaient pas trouvé en fait de techniques spécifiques qui permettent d'améliorer les capacités d'apprentissage chez certaines personnes. Mais par contre, qu'ils qu'ils disent que c'est quand même possible. C'est quand même possible qu'il y ait effectivement différents types d'apprentissage selon les différents types de personnalités des gens. Mais que jamais personne ne va vérifier ça parce que ça coûte trop cher en termes d'études. C'est-à-dire lorsqu'un laboratoire fait des études sur un sujet en particulier, il fait toujours le rapport, est-ce que ça va être rentable en fait? Est-ce que le fait de faire cette étude-là avec les résultats qu'on va obtenir va être rentable voilà, sur l'utilisation future, sur le développement futur de cette chose-là? Et lorsque quelque chose n'est pas suffisamment rentable aux yeux des laboratoires, eh bien cette chose-là n'est pas recherchée. C'est le cas pour l'apprentissage et sur les profils d'apprentissage, sur les différents types d'apprentissage selon les gens. Et donc du coup il n'y a pas de vraie étude sérieuse sur le domaine. Donc du coup moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un autre bouquin qui sont les 7 profils d'apprentissage, justement, qui sont des techniques d'apprentissage personnalisées par type de personnalité en fonction des gens finalement. Et donc je verrai dans une autre review de livre ce livre là, que je verrai donc peut-être la prochaine fois. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais vous avez envie de voir le résumé de ce livre là. Et à la fin, évidemment, de mes lectures, parce que j'ai d'autres livres aussi, par exemple, Apprendre à apprendre avec la PNL, j'ai d'autres livres en e-book aussi, à lire, et donc je referai encore plus tard une synthèse globale de tous les livres que j'ai appris, du coup, que j'ai lus sur l'apprentissage rapide, ou comment améliorer ses capacités d'apprentissage. Et je vous ferai une grosse formation globale là-dessus, parce que sinon, ça va être trop long, ça va être une catastrophe. Et donc voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire sur ce livre-là, mets-toi ça dans la tête, c'est un super bouquin, et en plus, petit truc pas piqué des hannetons, il y a un chat sur la couverture. Voilà, je le mets en gros plan, comme ça je vais faire des vues sur YouTube, tu vois. Fais le point. Il veut pas faire le point? Bon, il veut pas faire le point. Mais voilà, il y a un chat sur la couverture, donc c'est argument ultime sur YouTube, je crois. Voilà.
Sur ce, j'espère que ça vous aura intéressé et voilà, on se retrouve la prochaine fois du coup pour les autres livres sur l'apprentissage rapide ou sur le fait d'apprendre à apprendre sur cette chaîne YouTube là et on se retrouve encore après sur, voilà, sur le résumé global des 6 livres que j'ai lus sur le sujet. Ciao!